voilà. Donc, je vais aller très rapidement pour vous présenter ces 7 principes ainsi que ces 30 pistes à explorer. Et si vous avez des questions, tout ça, la présentation sera sur mon site Internet un peu plus tard dans la journée. Alors, j'ai plusieurs objectifs. On m'a donné 30 minutes. Je vais tenter de prendre plus ou moins 25 et de grappiller. On m'a dit 30 minutes et 10 minutes de questions. Donc, je vais faire 25 minutes de présentation et on tentera de garder le 10 minutes de questions. Donc, parmi les objectifs, je vais tenter de vous expliquer très brièvement ce que sont les médias sociaux et le Web 2.0. Faire un petit retour sur les praticiens d'aujourd'hui. On parle de liens, de vous permettre de diffuser vos résultats de recherche pour qu'ils soient lus par les praticiens et peut-être faire un détour pour vous dire qu'est-ce qu'ils lisent aujourd'hui les praticiens. Est-ce qu'ils lisent tout simplement? Vous me parlez brièvement des impacts du Web 2.0 sur la recherche en sciences humaines et particulièrement sur la diffusion de la recherche et la diffusion de la recherche en général et surtout pour les milieux de pratique. Donc, une présentation qui va être chargée en 25 minutes, mais qui, je l'espère, vous permettra en tout cas d'avoir quelques idées là-dessus, quelques pistes à explorer. Ah, mon PowerPoint vient de tomber. Ça revient. Donc, très rapidement, juste pour qu'on ait une idée de l'impact des technologies, parce que je vais vous parler de technologie et de diffusion de la recherche ce matin. L'éthique dans la société, on est 7 milliards d'habitants plus ou moins sur la Terre aujourd'hui, 2,4 milliards d'utilisateurs d'Internet, c'était 6 millions en 92, et là, 2,4 milliards, c'est énorme. Il y a un peu plus de 13 ans, Google n'existait pas. Aujourd'hui, on parle de 110 millions de recherches chaque jour. Chaque jour. Je me demande à qui on posait toutes ces questions-là, alors certainement pas aux enseignants. Hein? Donc, Google a un impact majeur actuellement, et d'autres médias, d'autres logiciels, d'autres sites ont des impacts majeurs. En janvier 2004, il n'y avait aucun utilisateur de Facebook. Hein? Aujourd'hui, en tout cas en 2012, on retrouve presque 1 milliard d'usagers de Facebook. 0 visite sur YouTube en 2005, 100 milliards de visites en janvier 2012, et ainsi de suite pour les médias sociaux. 0 usagers de Twitter en janvier 2006, 340 millions de tweets le 31 janvier 2012. 0 visite sur Wikipédia en 2001, 50 milliards de visites sur Wikipédia en janvier 2012, etc., etc. Hein? Et si je vous donne quelques dernières statistiques, 0,4 messages texte par mois pour les utilisateurs de téléphones cellulaires en 95. 0,4. Aujourd'hui, chez les 13-17 ans, on parle de 3200 messages par mois. Pas ailleurs, ici, en Amérique du Nord. Donc, juste pour vous montrer à quel point les technologies ont complètement chamboulé la façon dont on fonctionne dans notre société, mais pas nécessairement la façon dont on publie nos résultats de recherche. Hein, les chercheurs qui veulent vulgariser leurs résultats de recherche, qu'est-ce qu'ils font? En général, combien parmi vous publient leurs résultats de recherche sur divers médias sociaux? Je pense que c'est très peu, c'est la minorité. Et mon but aujourd'hui, c'est d'explorer avec vous qu'est-ce qui serait possible de faire pour utiliser les médias sociaux pour publier certains de vos résultats de recherche de diverses façons. Donc le Web 2.0, c'est quoi? C'est pas si compliqué que ça, c'est pas dramatique. Pour comprendre de façon très simple, il y a plusieurs années, pour participer à ce qui se passait sur Internet, ça prenait de grandes compétences. De nos jours, pour faire ça, c'est relativement simple. À l'époque, c'était comme un monologue où il y avait juste certaines personnes qui étaient en mesure de diffuser de l'information sur Internet. C'était compliqué. Ceux qui ont appris à faire des sites web, on parlait de FTP, il fallait respecter des principes. Maintenant, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut diffuser de l'information, mais est-ce que c'est la première chose que les gens font? Absolument pas. Les gens vont parler en ligne, vont parler des autres, hein, de ce qui se fait, et ils vont parler à travers diverses plateformes. Ils vont parler de ce que les gens font, de ce que les gens ont déposé. Ils vont utiliser Facebook, pas pour parler de choses scientifiques, mais dans leur quotidien, ils vont l'utiliser de façon très fréquente. On dit qu'il y a 1333 années passées chaque jour sur Facebook, pas par vous, par les autres. Hein? Et la même chose pour les autres médias sociaux. Plusieurs pensent que YouTube, là, c'est juste pour la musique. Mais il y a certaines universités, je ne sais pas si vous le connaissez, Harvard, Stanford et d'autres de ce type-là, qui sont toutes présentes sur YouTube. Incroyable quand même, hein?
Alors YouTube, c'est pas juste pour les chanteurs, c'est pas juste pour les jeunes, c'est aussi pour les très grandes universités de la Ivy League. Alors, quand on regarde sur YouTube, il y a Harvard sur YouTube. Il n'y a pas juste l'université, il y a chaque faculté, chaque département, chaque centre de recherche qui est présent là-dessus. Quand on regarde sur Wikipédia, la même chose. Il y a de plus en plus d'universités, de centres de recherche qui sont présentes là-dessus. Et quand on regarde Twitter aussi, Twitter, qui est quand même dans les 10 premiers sites les plus visités sur Terre, quand on parle d'un contexte où est-ce qu'on a peu de temps, Twitter, c'est 140 caractères, donc c'est relativement rapide. Alors, le web, avec le web 1.0, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a peu de personnes qui participent au contenu de ce qu'on retrouvait sur le web, et avec le web 2.0, il y a plusieurs personnes qui peuvent participer activement. Mais ce que les gens font surtout, ils donnent leur opinion sur les autres, et plus encore ce qu'ils font, hein, ils vont suivre ce que les autres font. Twitter, c'est ça, c'est un site de suivre, vous savez, hein? Il y a des gens qui veulent savoir ce que les autres font, ils veulent rien dire, ils veulent juste regarder. Ben, c'est ça, Twitter, un petit peu. Et il y en a 340 millions qui ont lu les choses ou qui ont suivi d'autres gens au cours juste du mois de janvier. Donc, mais pour Twitter, là, il n'y a pas d'illusion. Hein. Le premier populaire qui est hors milieu artistique, c'est le président des États-Unis. Et quand on regarde des sites de nouvelles sur Twitter, on a CNN qui est numéro 29. Ça, c'est en date de ce week-end. Donc, Barack Obama est 7e. Il était premier pendant longtemps, mais là, c'est fini. Hein? Mais il y a beaucoup de suiveux. Il y a quand même presque 16 millions de suiveux, mais jamais autant que Lady Gaga ou Justin Bieber, qui, eux, ont 23 millions de suiveux. Alors, suiveux en québécois, vous demanderez à vos collègues, ceux qui ne sont pas d'ici. Alors, avec le Web 2.0, on peut faire plein de choses. On peut trouver de l'information rapidement, plus facilement. On peut aussi organiser cette information, et ça, c'est important. Et les apprenants, les élèves et les chercheurs aussi peuvent plus facilement créer du contenu en ligne, et on est plus passif sur Internet. Ça, je pense que c'est important de le comprendre. Et comme chercheur, le nombre de chercheurs qui utilisent les médias sociaux pour diffuser leurs résultats, c'est quand même beaucoup plus faible, beaucoup plus minime. Il n'y a pas énormément de données là-dessus non plus. Alors, avec le Web 2.0, on communique entre nous de diverses façons, et au-delà de ça, quand on transpose ça dans le monde de la recherche, on se demande, est-ce que les chercheurs continuent à communiquer avec les lecteurs de leur recherche de diverses façons? Permettez-moi d'en douter. Au Québec, pour faire bref, on avait un véhicule qu'on appelait une revue professionnelle, Vie pédagogique, pour les gens en sciences d'éducation. La revue n'est plus. Si vous allez sur le site du ministère, vous n'arriverez même plus à trouver les archives de Vie pédagogique. Ça a disparu. Je ne sais pas si ils vont nous dire que c'est un coup des étudiants qui a fait ça, mais non, ce n'est pas un coup des étudiants. La revue, pour diverses raisons commerciales, etc., n'est plus, et puis on ne sait pas si elle va revivre un jour. Donc actuellement au Québec, on a Vivre le primaire, on a des revues professionnelles comme Québec français, la revue de l'Association québécoise des professeurs de sciences, etc., mais traditionnellement, pour les chercheurs, vulgariser la recherche, c'était publier un texte dans ces revues-là, pas autre chose. Alors qu'il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. D'autres exemples aussi de logiciels sociaux très populaires. Il y a 13 fois les photos sur Flickr qu'il y en a dans la bibliothèque du Congrès américain. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec le Web 2.0, le langage évolue, le langage quotidien, hein, le langage de tout le monde, et on parle d'une évolution ou d'une révolution. Les outils aussi de diffusion évoluent. Ça veut dire les gens ont accès à Internet en tout temps de leur poche souvent, hein, avec les téléphones intelligents, avec les tablettes numériques qui ont fait leur entrée. Donc, pour faire bref, les technologies sont très, très présentes dans notre société, et mon argument là-dessus, c'est très simple, c'est que les futurs praticiens, ceux à qui on aimerait faire lire les résultats de recherche qu'on réalise, ben c'est qui? Ce sont des praticiens du Web 2.0. Est-ce qu'ils lisent vraiment plus? Non, mais est-ce qu'ils vont lire? Ça, c'est Vie pédagogique. Est-ce qu'ils vont lire des choses comme Vie pédagogique? C'est pas évident non plus. D'abord, Vie pédagogique n'existe plus. Qu'est-ce qu'ils lisent surtout, les nouveaux praticiens? Ben, ils lisent ce qu'on retrouve dans les statistiques que je vous ai données avant. Ils vont lire, on dit qu'ils vont lire environ 2500 pages Facebook par année. Combien d'articles dans des revues professionnelles? Ben, encore une fois, les données sont très, très rares. Mais on a des données sur ce qu'ils vont faire au niveau des médias sociaux. Quel logiciel utilisent-ils le plus? Ces praticiens du Web 2.0, c'est les gens qu'on retrouve dans les écoles, ceux et celles qu'on aimerait avoir comme lecteurs de nos recherches. Bien, si vous regardez sur des sites comme Alexa qui vous présentent les sites les plus visités sur Terre, vous avez Google qui est premier de loin. Ceux qui pensent que Facebook va dépasser Google un jour, ils se trompent. Il n'y a pas de chance. Vous avez YouTube qui est troisième. Alors, quand on voit Harvard et Stanford sur YouTube, ben, c'est stratégique aussi ce qu'ils font. Et on a Wikipédia qui est sixième, Twitter qui est huitième. Je passe par-dessus les autres pour l'instant. Donc, Google, c'est quelque chose de majeur.
Et je me demande, combien de chercheurs se soucient d'être présents sur Google? Est-ce qu'il y en a qui savent comment mettre une alerte sur Google pour savoir quand quelqu'un cherche votre nom, vous recevez un petit courriel de Google qui vous dit, oui, quelqu'un vous a cherché votre nom aujourd'hui sur Google. Est-ce que vous savez comment faire ça? Hein? Très simple. Hein? Ben, c'est quelque chose, je veux dire, si vous voulez savoir si vous êtes lu par les gens, c'est une procédure très, très simple. Vous allez sur Google, ça vous explique comment faire. C'est sûr, il y a des soirs où est-ce qu'on se sent fatigué, on veut se remonter le moral, se sentir plus important. Hein? Moi, ils sont triés par défaut, je ne les vois pas passer. Ils sont tous rangés dans une boîte. Parce que je n'ai pas besoin de savoir chaque fois que quelqu'un cherche mon nom. Mais, je vous dis pas ça, je vous dis ça pour vrai. Ça veut dire, vous faites une publication scientifique, vous faites quelque chose, vous voulez savoir s'il y a des gens qui sont allés la voir. Hein? Enregistrez-vous sur Google, faites en sorte que vous recevez une alarme. Mais si vous voulez recevoir dans votre boîte principale de courriel, je vous laisse gérer ça comme vous voulez. Vous pouvez les faire classer par défaut. Mais ça vous permet de savoir qui fait des recherches sur vous, hein, sur Internet. Ou en utilisant votre nom. Et si votre nom il est trop commun, si vous appelez Luc Tremblay, à ce moment-là, vous rajoutez peut-être une particule avec votre thème de recherche ou quelque chose comme ça pour être certain de mieux cibler les choses. Moi, j'ai la chance, mon nom il est moins commun. Alors, quand je mets mon nom, à ce moment-là, la plupart des choses, c'est pour moi. Donc, Google, c'est important. Et trop peu de chercheurs, selon moi, vont se soucier des recherches qui sont... C'est le logiciel le plus utilisé sur Terre. On ne se sert pas ça pour voir si ce qu'on fait, c'est lu. Je vous ai parlé aussi de Facebook, la même chose. Combien de chercheurs ont des murs, des pages Facebook? Je ne vous dis pas de devenir ami avec vos lecteurs. Attention, on en reparlera tout à l'heure. La même chose. On a des textes non compatibles avec les iPads, avec les téléphones intelligents. Pourquoi non? Pourquoi ne pas se rendre compatible avec ça? On dit que c'est 50% des praticiens qui ont l'équivalent d'un téléphone intelligent ou d'un iPhone, d'un BlackBerry ou quelque chose comme ça, ou d'un iPod. Alors, c'est énorme. Donc, et tout ça, c'est important parce que l'apprentissage, c'est aussi un processus social. Rapidement, juste un petit tour pour voir l'impact du Web 2.0 sur la recherche de façon très, très globale. Donc, pourquoi les technologies en recherche? Ce que ça permet de faire de façon très brève, d'accroître les possibilités en recherche, c'est énorme, de développer les capacités des chercheurs et d'intensifier les collaborations. Et moi, je vous dirais que ça permet aussi de diffuser la recherche de façon beaucoup plus actuelle, différente aussi. Toutes les étapes de la recherche peuvent être aidées par la présence des technologies. Le choix du thème, la problématique, le cadre théorique, la méthodologie, toutes les étapes, l'analyse de données, évidemment, toutes les étapes, peu importe de quelle école vous venez, peu importe les modèles que vous utilisez, peu importe comment vous définissez la problématique de recherche, toutes les étapes au complet peuvent être bonifiées par l'usage des technologies. La même chose, comme chercheur, est-ce que vous avez déjà demandé combien de fois vous vous retrouvez sur Google Scholar? Google Scholar, tous les textes scientifiques ou semi-scientifiques sont répertoriés là-bas. Est-ce que vous avez une idée de combien de textes à vous sont publiés là-dessus? Des choses de base, c'est important. Ça veut dire que Google Scholar n'est pas utilisé nécessairement par les gens du milieu de pratique, est utilisé surtout par les gens du milieu académique. Mais c'est immense, il y a énormément de sites qui indexent les publications des chercheurs qui sont basés sur des algorithmes pris dans Google Scholar. Et Google Scholar, si vous regardez, c'est une facilité déconcertante à rechercher. On peut rechercher par date, on peut rechercher de diverses façons, et beaucoup plus pratique des fois que d'autres bases de données. Publier. Hein? Si vous voulez qu'on vous lise, il faut publier. Si vous ne publiez pas, il y a peu de gens qui vont vous lire, c'est un principe qui est de base. Il y en a qui publient peu. Et on fait beaucoup de recherches, on publie peu, il faut publier. Pour moi, c'est très important. Un autre principe, il faut comprendre que pour être lu, il faut, entre lu dans les milieux de pratique, il faut que la diffusion des résultats soit à géométrie variable. Hein, c'est une expression d'un ancien ministre au Québec, mais l'idée est là. Ça veut dire qu'il ne faut pas publier d'une seule façon, il ne faut pas publier juste dans les revues scientifiques, il ne faut pas publier juste dans les revues professionnelles. Il faut que la diffusion des résultats soit à géométrie variable. Il faut aussi que, surtout quand on se destine au milieu de pratique, il faut que ce soit invitant, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit sexy. Moi, j'ai vu des publications dans Vive le primaire où est-ce qu'on retrouve 35, 40 références à la fin. C'est une revue pour des enseignants, une revue professionnelle. On ne met pas 20 références, on n'en met pas 30, on n'en met pas 10. Hein, idéalement, on en met une ou deux à tout casser. 3 peut-être, pas plus. Donc, il faut écrire souvent, il faut diffuser dans divers contenus, hein, il faut écrire de façon invitante, un titre un peu plus jazzé. Comme les journalistes, on retrouve dans la presse, dans le Devoir, ou peut-être pas jusqu'au Journal de Montréal, quand même pas. Donc, utilisez un médium de communication qui plaît à votre auditoire,
qu'est-ce qu'ils font? À qui s'adresse la publication? À des directeurs d'école? Bon, peut-être qu'une page Facebook, c'est pas l'idéal. Alors, il y a peut-être d'autres choses qui s'adressent à eux. Mais utilisez un médium de communication qui s'adresse à votre audience. Vous voulez faire une publication pour les futurs enseignants? Bien, à ce moment-là, ne prenez pas un texte qui va être long et difficile à lire. Les enseignants, en général, ont peu de temps. C'est le premier défi qu'ils rencontrent dans leur pratique, c'est le manque de temps. Enseigner, c'est quelque chose de chronophage. Si en plus, on leur ajoute quelque chose qui leur prend du temps, ce n'est pas évident. Et là, je vais vous montrer comment c'est possible de faire ça avec les technologies. Jadis, là, on allait chercher l'information. Avec les outils de nos jours maintenant, l'information est poussée vers nous. Si vous voulez avoir des lecteurs, là, c'est comme une campagne électorale. Trouvez des façons de pousser ce que vous faites vers des lecteurs potentiels. Je ne dis pas de faire du télémarketing, mais il y a beaucoup de logiciels qui permettent de faire ça. Il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut publier qui vous permettent finalement de pousser, ou ces endroits-là vous permettent de pousser l'information vers vos lecteurs. Moi, je vous dirais aussi, utilisez des images, des représentations graphiques. Alors, c'est plus facile à comprendre vos théories, je dirais entre guillemets, compliquées de vos thèses de doctorat. Rabaissez-vous, essayez de les faire passer de façon plus simple. Et ça, c'est pour vous. Trouvez des moyens qui ne soient pas chronophages. Trouvez des moyens qui prennent peu de temps. Si vous trouvez des moyens très compliqués, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas diffuser souvent vos textes, ou beaucoup moins souvent. Je vous présente rapidement 30 pistes de solutions. Elles ne sont pas ordonnées de façon de la plus importante à la moins importante, même si je pense que la première, c'est quelque chose de majeur et tout chercheur devrait avoir ça. Moi, je fais une présentation et en général, je montre beaucoup de diapositives et je dis toujours, allez voir mon site web. Et donc, mon site web devient un peu la pierre angulaire. C'est le quartier général là, de ma diffusion des résultats de recherche. Alors, j'y présente et ça, c'est mon organisation à moi. Il n'y a pas de bon, de mauvais modèle. Moi, c'est le mien. Ça me convient. Il y a d'autres façons de faire. Je pourrais vous donner quelques statistiques sur le nombre de visites que j'ai par année sur mon site web. Je vous en parlerai tantôt. On a... Bon... Je ne sais pas pourquoi il s'en va de temps en temps. C'est comme si quelqu'un venait dans la machine, mais ce n'est pas grave. À l'Université de Montréal, on a acheté ce qu'on appelle un logiciel qui s'appelle Google Analytics, qui permet de mesurer le nombre de visites dans chacun des sites qu'on héberge. Et sur mon site personnel, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai 1 million de visiteurs par année. Alors, des gens qui se perdent, des gens qui s'intéressent à plus ou moins rien, des gens qui sont à la retraite, des gens de divers pays. Mais j'ai tenté de trouver une façon de rendre ça dynamique et facile à mettre à jour. J'ai sur mon site web, et si on a quelques secondes, tantôt je vous ferai une démonstration, j'ai sur mon site web une section publication, une section, comme j'ai une chaire de recherche sur les technologies, je mets les dernières nouvelles au Québec, dans notre contexte, mais ailleurs dans le monde aussi, pour montrer que je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs sur Terre. En général, quand je fais une conférence, je vais mettre le texte, le PowerPoint ou ce qui était connexe à ça. Et quand j'ai des entrevues dans les médias, je les diffuse là-dessus aussi. Des fois, je présente aussi divers projets de recherche. Il n'y a pas de façon de faire ou de mal faire, mais pour moi, c'est comme mon quartier général. Tout part de là. Mais au-delà de ça, si je faisais un site web et je ne savais pas combien j'avais de visites dessus, pour moi, il manquerait quelque chose. Là, je fais un site web et j'arrive à savoir, avec des outils avec lesquels je me suis équipé, j'arrive à savoir combien de personnes viennent rendre visite à ce site-là. Maintenant, si je demandais des commentaires à chacun qui venait, si je leur demandais de laisser leur nom, je diminuerais le nombre de visites, j'aurais peut-être le 10e. Donc, je vais laisser quand même ça libre, mais en même temps, ça sert de quartier général. Et à la toute fin, tantôt, je vous ferai une démonstration avec Google Analytics pour voir combien de visites on a en temps réel sur son site. Un autre moyen, il existe énormément de forums sur la Terre en sciences d'éducation, à l'UNESCO, ailleurs, qui sont très avides de résultats de recherche. Alors, vous, comme chercheur, si vous voulez être lu par des praticiens, les praticiens au sens très large, ça peut être des gens de l'UNESCO qui travaillent dans des ONG ou peu importe, vous pouvez soumettre vos résultats de recherche. C'est pas comme soumettre une publication. Vous leur indiquez, j'ai tel résultat, vous devez en faire un résumé invitant à lire, et l'UNESCO ou d'autres, encore une fois, qui gèrent des forums, vont diffuser les résultats de vos recherches pour vous sur leur forum. Mais imaginez un peu la notoriété que vous donnez quand une de vos publications figure sur les forums de l'UNESCO. C'est fabuleux quand même. Et c'est très simple à faire aussi. Il y a des publications qui ont des listes de diffusion avec des abonnés. C'est un peu du télémarketing en recherche, ou dans d'autres domaines. Alors, si vous publiez dans un endroit où est-ce qu'ils ont des listes de diffusion,
ils vont directement écrire à leurs abonnés pour dire on a telle publication qui vient de sortir, etc. Donc, il y a des publications qui font aucune promotion. Il y a certaines publications universitaires, zéro promotion auprès des milieux de pratique. Il y a d'autres publications où est-ce qu'ils ont une promotion beaucoup plus, je dirais, agressive, beaucoup plus intéressante, qui permet finalement de vous faire connaître, de faire connaître vos résultats. Donc, liste de diffusion. Et un autre moyen que je n'arrive pas vraiment à utiliser moi-même encore, mais qui semble de plus en plus utilisé, c'est de faire une page Facebook pour publier ses résultats de recherche. Pourquoi? Parce que c'est le logiciel le plus utilisé. Alors, l'idée, c'est pas de devenir ami avec vos lecteurs sur Facebook. C'est d'avoir une fonction sur votre site web, comme ce que j'ai là ici, qui permet aux gens de partager l'information entre eux sur Facebook, ou encore même de faire une page Facebook qui présente vos résultats de recherche. Alors, dans un de mes cours, par exemple, mes étudiants ils sont en grève. Hein. D'ailleurs, on voit les carrés rouges qui apparaissent dans leurs photos maintenant. Mais dans un de mes cours, les étudiants ont fait une page Facebook sur le cours. Mais en ayant une page Facebook, eux-mêmes vont diffuser dans leur page Facebook du cours, qui n'est pas à moi, qui est la leur, qui vont diffuser finalement les informations qui se passent dans mon site web. Alors, j'ai rien à faire, eux-mêmes vont diffuser ça entre eux. Donc, il y a une entrevue dans les médias, paf, ils vont diffuser ça là-dessus entre eux. Mais, et comme je dis, selon moi, l'idée de devenir ami avec vos lecteurs potentiels sur Facebook, je vous laisse juger ça de façon personnelle, mais ce n'est pas du tout quelque chose que je recommande. L'idée d'avoir une page, c'est simplement pour partager vos résultats d'une façon tout autre. Il y en a beaucoup aussi qui partagent leurs résultats sur LinkedIn, par exemple, qui est une autre plateforme très, très visitée aussi, et qui est peut-être plus au niveau du réseautage professionnel, mais c'est une façon aussi de partager vos résultats. Il y a aussi des espèces de pages Facebook liées juste pour les chercheurs et la recherche. Il y a ce qu'on appelle aussi academia.edu qui appartient à Google. Alors, si ça appartient à Google, il y a des chances que ça monte, mais ça veut pas dire ça. Academia, c'est une page Facebook où est-ce qu'on présente ses résultats de recherche. C'est pas Facebook, c'est Academia. Déjà, le nom le dit. Et donc, Academia, on peut être membre, on peut être ami, on peut être collègue, etc. L'avantage d'Academia, pourquoi? Parce que quand ça a été acheté par Google, c'est qu'eux vont mettre plusieurs sections de vos livres ou de vos publications en lien direct. Ça veut dire, une fois que vous avez rentré vos coordonnées, tout ça, automatiquement, Google va rajouter vos publications qui sont indexées dans Google dans votre page. Vous avez moins de travail à faire. Et vous recevez aussi un courriel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bonjour Thierry, quelqu'un vous a cherché sur Academia. Alors il m'envoie un message pour me dire que quelqu'un m'a cherché. Ils me disent même les mots-clés qu'ils ont été mis pour me chercher sur Internet. Donc, Academia, comme ça appartient à Google, ça fait un peu la même chose. Ça nous indique quand est-ce que quelqu'un a cherché de l'information sur nous. Il existe aussi d'autres bases, d'autres pages comme ça en recherche. Je vous parle de Twitter aussi pour la diffusion de la recherche. Je ne suis pas un fan nécessairement de Twitter, mais en même temps, sur ma page web, j'ai automatisé Twitter. Dès que je mets quelque chose sur mon site web, automatiquement, les suiveux qui me suivent sur Twitter sont informés des publications. Et il y a quand même plusieurs personnes que ça intéresse, et c'est quand même le 8e site le plus visité sur Terre. Assurez-vous d'avoir vos publications qui fassent partie des différentes veilles scientifiques qu'on retrouve en sciences d'éducation. Une autre façon d'être lu aussi. Hein? Faites des sites pour vos projets de recherche. Vous avez un gros projet de recherche, il n'y a pas de site web qui regroupe l'information. Je vous ai parlé d'une page personnelle. Faites un site aussi pour les projets de recherche. Et sur ce site-là, au-delà, ça c'est le site du projet de recherche, mais au-delà de ce site-là, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour diffuser les résultats de recherche, pour être certain d'être lus par l'ensemble de la population, ce qu'on a fait pour ce projet-là, on a décidé avec les milieux de pratique de faire une conférence de presse. Hein? On a bien organisé la chose, on s'est servi de la graphiste du CRIFPE qui est à l'Université Laval, qui est excellente. On a fait une conférence de presse et on l'a bien organisée, on a travaillé très fort. Des fois, il y a peu de gens qui viennent, mais dans celle-ci, ça a été au-delà de nos espérances. Ils ont fait voter les gens à la télévision, à l'heure de pointe, entre guillemets, au téléjournal, sur les résultats. Êtes-vous pour ou contre la présence d'ordinateurs portables à l'école? 39% de la population était pour seulement, mais imaginez-vous, tu as des résultats de recherche et tu as les médias qui vont lancer à la population, êtes-vous pour ou contre ça, les résultats de recherche? Alors tout le monde pensait que c'était une défaite. Moi je dis, ben non, 39% qui sont déjà pour, c'est une victoire.
Hein, quand est-ce qu'on a ça? Et nous, ce qu'on a fait sur le site web en question, c'est qu'on a répertorié tous les médias. On s'est vanté, hein, on a fait de l'auto-marketing. On a répertorié tous les médias qui ont parlé de nous. Mais ce que ça a fait boule de neige. Donc, de plus en plus de gens vont parler des résultats de cette enquête-là qu'on a fait. Évidemment, on a été stratégique là-dessus. Quand je vous ai parlé d'être sexy plus tôt, là, la conférence de presse, on ne l'a pas fait dans nos locaux à l'Université de Montréal. D'abord, c'est un ancien couvent, c'est pas très beau, hein? C'est pas très sexy. On l'a fait dans une école primaire de la commission scolaire, dans une école qui est dans un milieu défavorisé. Puis, on s'était organisé pour que, si jamais les journalistes voulaient aller voir des élèves, on avait des élèves qui étaient prêts à être à l'œuvre, qui étaient prêts à être à l'ordinateur. Ça a marché exactement comme un plan. C'était presque machiavélique. Alors, les journalistes sont venus, on pourrait-tu voir des élèves en haut? Oui, oui, par hasard, ils sont là. Ah oui, dans une école, il y a des élèves, évidemment. Ils sont montés, ils ont filmé, ça a créé, là, on a eu 57 articles ou textes dans les journaux, Radio-Canada, etc., juste pour un projet de recherche. Mais si on n'avait pas fait de conférence de presse pour annoncer les résultats, qu'est-ce qu'on aurait eu? Zéro. Hein? En général, en sciences, ils font quelque chose, ils ne se gênent pas pour faire des conférences de presse. En sciences d'éducation, on fait quelque chose, on reste discret sur ses résultats. Alors moi, je vous inviterai là-dessus à faire en sorte de publier dans les médias. C'est quelque chose de gros, ça n'arrive pas toujours. On a fait d'autres conférences de presse, des fois il y a beaucoup moins de monde. Mais ça marche, parce qu'une fois qu'on est connu dans une conférence de presse, une fois que le nom il sort une fois, c'est facile ensuite de ça de réinviter les médias et qu'ils reviennent à nouveau. Les fils RSS, c'est quoi? Il y a beaucoup de revues professionnelles ou scientifiques qui ont ça. Ça veut dire, ça vous permet d'être informé, c'est le petit onglet qu'on voit ici, ça vous permet d'être informé de la mise à jour de contenu. Et moi, je vous invite aussi à publier dans des revues qui ont des fils RSS. Il y a d'autres sortes de revues, je vous ai dit qu'il faut pousser l'information vers les gens. Il y a d'autres sortes de revues qui envoient la table des matières à une liste d'abonnés potentiels ou de lecteurs potentiels. Imaginez-vous comme c'est brillant. Moi, je suis abonné à des tables des matières. En anglais, ça s'appelle Table of Content Alerts. C'est-à-dire, je reçois la table des matières par courriel. Je ne me déplace pas, je ne fais rien, je suis dans mon salon, paf, on m'envoie un courriel, voici la table des matières de la nouvelle revue. C'est une façon, encore une fois, de diffuser l'information. Mais vous, si vous publiez, si vous n'avez pas ce souci quand vous publiez, vous n'allez pas nécessairement aller chercher des revues qui font ça. Beaucoup de chercheurs vont bloguer sur leurs résultats de recherche. C'est une autre façon aussi. Je vous ai parlé de YouTube, et comme je vous l'ai dit, YouTube, il y a plusieurs choses universitaires. En Europe, ils sont énormément là-dessus. Les conférences sont diffusées sur YouTube. À Harvard, je l'ai dit plus tôt, je vous ai montré à Harvard sur YouTube, Stanford, etc. Il y a aussi quelque chose d'important, selon moi, c'est la question du droit d'auteur quand on publie. Plusieurs vont publier dans des revues où est-ce que vous perdez tout le droit d'auteur au complet. Donc, pour les mettre sur votre site, pour diffuser vos publications scientifiques, ça devient impossible. Alors, pour faire simple et pas pour vous faire une leçon sur le droit d'auteur parce que le temps file, il y a trois grandes sortes de droits d'auteur. Il y a le plein copyright, la revue des sciences d'éducation, vous publiez un texte dedans, vous perdez tout droit d'auteur. Hein? Techniquement, vous ne pouvez plus rien faire avec votre texte. Il y a le domaine public, c'est pas ce qu'on veut, n'importe qui pourra enlever votre nom et mettre son nom sur votre publication. Mais il y a ce qu'on appelle une licence de Creative Commons, qui est un juste milieu entre ces deux-là, où est-ce que vous permettez aux gens de photocopier votre texte tout en maintenant la paternité du texte. Et il y a énormément de revues, maintenant scientifiques, qui s'inscrivent dans ça. On parle de presque 7000 revues maintenant qui sont disponibles dans ça. Rapidement, il y a un site très populaire sur Terre qui devient de plus en plus populaire qui s'appelle SlideShare pour partager les PowerPoint qu'on fait dans des présentations scientifiques. SlideShare. Wikipédia, plusieurs chercheurs sont présents sur Wikipédia, le 6e site le plus visité sur Terre. Quelque chose d'autre d'intéressant pour diffuser vos résultats. Je vous ai parlé d'autres portails comme Academia qui était acheté par Google. Il y a aussi ResearchGate. ResearchGate, c'est un peu la même chose. C'est une espèce de page Facebook, mais qui est plus destiné aux chercheurs qu'à Academia. C'est un peu le même principe. C'est une page web qui est faite par défaut où est-ce qu'on va répertorier ces publications. Si vous voulez transférer les résultats vers les milieux de pratique, il faut être présent dans des colloques qui ne soient pas juste scientifiques, mais où est-ce que des gens des milieux de pratique sont présents aussi. Donc, l'idée d'être présent dans des colloques, c'est important. Ça va aider la diffusion des résultats. Faire aussi des ateliers dans les milieux de pratique ou ailleurs pour diffuser ce que vous faites. Faire des guides pratiques. Vous avez des publications scientifiques, vous avez fait une grande recherche. Pourquoi ne pas faire un guide pratique qui va traduire de façon simple les résultats de recherche que vous avez? Alors, guide de prévention au décrochage enseignant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'être présent sur Google. Alors, moi, je vous invite à savoir combien votre nom se retrouve comme chercheur sur Google et à vous abonner aux alertes.
pour que Google vous écrive. Si ça vous permet d'augmenter votre sentiment d'auto-efficacité comme chercheur, tant mieux pour vous. Il y en a plusieurs qui vont fonctionner par courriel aussi, qui vont avoir... Honnêtement, je ne suis pas convaincu, les gens reçoivent tellement de courriels que le courriel, je ne suis pas convaincu que ce soit un moyen, mais c'est aussi un moyen quand même d'informer les gens avec qui on a déjà collaboré de nouvelles publications. Moi, je vous invite aussi à faire des rapports, et j'ai écrit volontairement, très synthèse. Il y a plein de chercheurs qui font des gros rapports synthèse, sont subventionnés par le FQRSC. On a des rapports de 100 pages, 200 pages, 300 pages. C'est trop. Même 60 pages, c'est trop pour les gens. Il faut faire des rapports très synthèse. Des rapports, vous avez votre gros rapport, oui, mais il faut en faire un rapport très synthèse qui soit lisible par les milieux de pratique. Et dans ces rapports-là, il faut retrouver des recommandations pratiques. On s'adresse aux milieux de pratique, eux, ils veulent voir des recommandations. Puis je ne veux pas être méchant, souvent les directeurs d'école ou les gens à qui s'adressent vos résultats, qu'est-ce qu'ils vont aller voir? Ils vont aller voir directement les recommandations que vous faites comme chercheur. Alors, des rapports sexy, des rapports qui présentent des recommandations et des rapports relativement succincts. Nous, ce qu'on a fait quand on a fait la conférence de presse, j'ai trouvé qu'on avait été stratégique, on a pris ça dans le domaine des sciences, on n'a rien inventé, on a regardé ce qu'ils faisaient en sciences, on a dit on va faire la même chose. On a fait des faits saillants. C'est une page, là, on présente tous les résultats du rapport. On avait un rapport très long, un rapport moyennement long, puis on avait des faits saillants sur une page. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les journaux? On a retrouvé presque textuellement ce qu'on avait mis dans les faits saillants. C'est fabuleux. On a pu contrôler l'information comme ça qui était véhiculée dans les médias. Mais faire des faits saillants, c'est pas si compliqué, mais c'est important aussi. Il me reste écrire des livres. C'est important aussi des livres des fois vulgarisés qui s'adressent au milieu de pratique. Plusieurs font de plus en plus des conférences ouvertes sur Internet, le web conferencing qui est de plus en plus populaire, où est-ce qu'on a de plus en plus de monde. Mais là, encore une fois, je veux dire, quand on fait ça, on a fait ça à l'Université de Montréal, ça a des hauts et des bas. On a eu des fois des pics, on a fait un atelier d'une journée, on a eu des pics de 600 visiteurs, mais les seuls qui sont restés du début à la fin, c'était 19 personnes. Alors, je veux dire, ça peut être intéressant de faire ça, mais il faut être conscient qu'on n'a pas un auditoire qui va être présent du début à la fin. Même si j'ai dit qu'il ne fallait pas juste publier dans des revues professionnelles, il faut quand même publier dans des revues professionnelles aussi, c'est important. Et il faut publier aussi dans des revues scientifiques éventuellement pour avoir quelque chose à faire. Et il faut vous assurer de publier pour les nouveaux outils, pour iPod, pour iPad, de rendre vos textes compatibles à ça. Et un dernier point en terminant, parce que plusieurs, ça leur fait peur, ce qu'on trouve sur Internet, est-ce que c'est vraiment bon de faire confiance à ce qu'on retrouve sur Internet? Bon, Clermont, tout à l'heure, a parlé du dessin du spermatozoïde, où est-ce qu'on retrouvait finalement un être humain à l'intérieur. Bien, ce qu'on trouve sur l'Internet, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a de tout. On a trouvé des choses qui sont fausses. Mais moi, je vous dirais, autant on peut ne pas faire confiance à ce qu'on retrouve sur Internet, autant on ne peut pas nécessairement faire confiance à ce qu'on retrouve dans les livres aussi. Donc, clairement, il y avait un exemple sur les spermatozoïdes. Ça ici, c'est Galilée qui dit non, je me suis trompé, la Terre est pas ronde, elle est plate. Donc, dans des livres aussi, on retrouve de tout. Et moi, je vous dis vraiment, je vous encourage à trouver divers moyens à publier avec une géométrie variable vos résultats de recherche pour toucher le public le plus large possible. Je vous remercie.